Making, le processus de fabriquer ou faire. Good architecture, une architecture engagée socialement et respectueuse de l'environnement. Making good architecture, le podcast. Bienvenue dans Making Good Architecture, un podcast qui démystifie le démarrage de pratiques architecturales émergentes. Nous sommes Éléonore Levieux et Carrie Wilbert, architectes urbanistes, cofondatrices de l'agence franco-américaine Sierra, qui se positionne à l'interface de l'architecture engagée et du projet urbain résilient. Le but de cette première saison, c'est de créer une communauté solidaire entre architectes et d'autres acteurs de la construction, dévoiler la face cachée du démarrage d'une agence et promouvoir les projets qui résonnent avec les valeurs de good architecture. Is it possible to do good and make good architecture? Est-ce possible de concevoir des projets engagés et de produire une architecture de qualité? Nous avons enregistré cet épisode dans les locaux de l'agence Dumont-Zéphyr le 19 juin 2023. Nous avons rencontré Valérie et Raphaël à l'incubateur Échelle 1. C'est un dispositif qui propose une aide à la création et au développement d'entreprises d'architecture. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Moi, je m'appelle Valérie Dumont, j'ai 33 ans. Je suis architecte urbaniste, donc j'ai été diplômée en 2013 de l'école de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Raphaël. Et l'année suivante, on a fait le DSA architecte urbaniste dans cette même école. Du coup, bonjour, Raphaël Zéphyr. On s'est rencontrés avec Valérie à l'école, effectivement. Et après, on a travaillé tous les deux dans diverses agences. Valérie plutôt chez Kobe et moi chez Aubras, Prunel Bonnet et chez Atelier Georges. Jusqu'à ce qu'on décide de remonter l'agence, enfin de monter une agence ensemble lorsque on a retravaillé ensemble sur le concours pour le village des athlètes pour les JO de Paris 2024. Parce que du coup, vous étiez ensemble en dernière année d'école ? On a fait notre diplôme de fin d'études ensemble. Donc, c'est vrai que l'idée de la création de l'agence, peut-être qu'au fond, elle a un peu germé déjà à ce moment-là. Par la suite, en fait, en parallèle de nos pratiques salariées respectives, on a travaillé ensemble sur des concours, par exemple les concours européens, concours Villemotte, etc. En 2019, on s'est retrouvés sur le concours du village des athlètes parce que les deux agences dans lesquelles on était salariés travaillaient sur le même projet. Donc, ça nous a donné l'occasion de travailler ensemble dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un vrai projet opérationnel. Et qui est d'ailleurs le premier projet pour démarrer l'agence Dumont-Zéphyr, puisqu'on a Raphaël a récupéré le chantier en sous-traitance. Oh, c'est super comme opportunité. Donc, vous travaillez dessus maintenant ou c'est fini ou pas encore ? Le chantier est encore en cours, donc on suit le chantier. Il faut que ce soit livré pour la fin de l'année. Peut-être pour préciser, c'est 2 bâtiments de logement, donc c'est 46 logements au total, répartis sur 2 bâtiments à R+5, donc qui vont servir d'hébergement pour les athlètes pendant la phase jeu, donc olympique et paralympique. Ensuite, il y aura une deuxième phase de travaux et ces logements deviendront des logements locatifs sociaux. Oui, on a expliqué un peu pourquoi ou comment vous êtes arrivé là pour vous introduire, mais on veut creuser un peu plus dans le pourquoi et comment vous avez décidé de faire cette transition. Donc, d'abord, pour commencer, est-ce que on peut rentrer dans le pourquoi? Est-ce que vous avez décidé de faire la transition vers l'entrepreneuriat ou à votre compte? Est-ce que c'est quoi les raisons pour quitter? Parce que vous avez, j'ai l'impression, des travails assez riches et intéressants aussi avant. Donc, pourquoi faire cette transition? Et après, on peut parler un peu plus de comment ça se passe et tout ça. Mais déjà, pourquoi? Alors, pour ma part, j'étais dans une agence salariée depuis 7 ans. Donc, c'est vrai que j'avais par moments un peu la sensation d'arriver à la fin d'un cycle et de me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je repars pour 5-10 ans en tant que salarié ? Quelles sont mes possibilités d'évolution ? J'étais aussi dans une agence où, quand je suis arrivée, on était une vingtaine et là, ils sont 70. Donc, j'ai vu un peu l'agence exploser. Et par moments, c'est vrai que j'avais un peu envie de retrouver une pratique presque artisanale, de retrouver de la plus petite échelle
Et peut-être des plus petits projets aussi, parce que c'est vrai, donc moi j'étais affiliée au pôle urbanisme et paysage, je travaillais vraiment sur des gros projets, des grosses ZAC, du 850, 1200 logements, et c'est vrai que j'avais peut-être envie de retrouver une échelle peut-être un peu plus humaine dans les projets, et peut-être quelque chose aussi un peu plus personnel. Après, c'était une expérience, enfin toutes mes expériences salariées d'ailleurs ont été très, très riches, hein, j'ai énormément appris. Et ça a un peu coïncidé avec le moment où Raphaël a commencé à me dire qu'il voulait se mettre à son compte et m'a proposé qu'on s'associe. Donc c'était un peu un alignement de planètes finalement l'année dernière qui a conduit à ça. Moi, je voulais aussi partir, mais je pense un peu comme Valérie, c'était aussi moi, j'ai toujours voulu avoir une agence, et là, c'était un peu un moment crucial. C'était soit je restais toute ma vie dans l'agence où j'étais, soit je montais mon agence. J'étais aussi très satisfait de l'agence dans laquelle j'étais, mais bon, j'avais aussi d'autres idées et d'autres volontés de projet, mais qui n'étaient pas en contradiction avec l'agence dans laquelle j'étais. Mais voilà, je tenais à avoir ma propre entreprise et faire mes propres projets. Donc, là, c'était le moment où il fallait le faire. C'est quoi le déclencheur vraiment Je pense que j'avais acquis suffisamment d'expérience en agence pour maintenant ne faire, entre guillemets, que appliquer. Enfin, j'ai suivi des projets de bout en bout, quoi. Donc, je savais toutes les phases d'un projet. Et donc, à partir de ce moment-là, sur les projets d'après, je n'apprenais rien de nouveau sur ça. Ouvrir une agence, c'est forcément se confronter à des nouveautés. Ouais, il y avait peut-être une envie de challenge au fond, Oui. si on se l'est peut-être pas dit consciemment dès le départ, et peut-être ce cap des 10 ans après le diplôme, donc 10 ans d'expérience, et peut-être un peu au fond de se dire si on le fait pas maintenant, peut-être qu'on le fera jamais. Oui. Bon, 32 et 33 ans l'année dernière, je pense qu'on s'est dit c'est un peu maintenant, on est encore à peu près frais, on a encore de l'énergie à donner. C'est intéressant cette notion de moment parce que je pense que, enfin, nous on a un peu eu ça aussi avec Carrie, même si nous c'est un peu plus complexe, on va dire le démarrage, mais il y a vraiment ce moment où tu as l'impression que tu dis allez, on y va quoi, enfin genre une espèce d'urgence un peu entrepreneuriale. Pour moi et Eleanor, c'est comme vous dites, on a eu pas mal de bonnes expériences en agence. On a vu les phases de projet, on a vu comment gérer les étapes, les bonnes questions à poser. Mais pour nous, il y avait une urgence par rapport à nos valeurs de projet aussi, à vraiment mettre quelque chose en place. Et je sens en lisant votre portfolio et votre site que vous avez aussi des valeurs assez fortes. Et est-ce que c'est aussi une notion pour pousser vers, pour vous, c'est une architecture post-carbone ou pour vous, est-ce que c'est des valeurs aussi qui vous ont poussé ou? Alors, on était dans des agences qui avaient aussi des postures assez engagées quand même sur ces questions-là. Mais après, au sein de ces questions, nous, on a des sujets précis auxquels on veut se confronter. Donc, je pense qu'on va en parler, mais on a réussi à calibrer ça sous 3 grandes thématiques. Ouais, on a un peu défini notre approche selon 3 grandes thématiques. C'est des thématiques qu'on n'abordait pas forcément quand on était salarié en agence, et c'est vraiment un peu les trois approches qui nous intéressent et qu'on a envie de travailler. Donc c'est ce qu'on a appelé l'économie présentielle. C'est finalement l'animation, la vie urbaine et comment on spatialise un peu les activités humaines et comment ça fait ville et ça fait vie. Ça fait vie urbaine. Ce qu'on appelle pour l'instant l'esthétique post-carbone, c'est un peu comment on arrive à produire une architecture qui raconte les enjeux de notre époque, donc la décarbonation de l'architecture, le fait de construire de façon plus vertueuse, d'être en lien avec son milieu, de prendre en compte les enjeux environnementaux. Et la dernière, c'est le sujet des milieux insulaires. Donc Raphaël vient aussi de La Réunion. Et nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'on considère donc les milieux insulaires, les îles, comme des territoires finis, avec des ressources assez limitées. Donc pour nous, ça soulève des vraies questions super intéressantes, de se dire quelles sont les ressources qui entrent dans ce territoire, quelles sont celles qui en ressortent. Si je veux construire, les entrants, les sortants. Et, les limites de l'aménagement sont clairement définies et sont faciles à appréhender à l'échelle d'une île, là où sur un continent, là où les continuités des terres sont quasi infinies, ça rend les choses moins sensibles. Il y a un côté un peu laboratoire aussi pour des questions d'autonomie alimentaire, de mobilité. C'est un peu ça qui nous intéresse. Et c'est vrai que ces 3 aspects-là,
on les croisait pas forcément dans nos pratiques salariées. Donc, monter l'agence, c'était aussi l'occasion d'essayer de choisir des commandes qui allaient dans ce sens-là et qui nous permettaient de pousser un peu plus ces sujets. Puis ces 3 thématiques, elles s'emboîtent en fait. Enfin, comme on est architecte urbaniste, la question du transcalaire, de l'enchaînement des échelles, ça nous a toujours intéressé. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les grands propos sur la grande échelle, elles peuvent réellement prendre sens sur une île. Et jusqu'aux petits propos sur le logement et la domesticité du logement, qu'on arrive à enchaîner comme ça en ayant à chaque fois au sein de nos thématiques des points qui nous semblent pertinents. Enfin, l'île pour la grande échelle, les questions de la vie urbaine et de l'animation en ville, je veux dire pour une échelle intermédiaire, et la question de l'habitat et des aménités qu'on peut trouver au sein de l'habitat pour la plus petite des échelles. Oui, puis ce qui est bien, c'est que apparemment dans vos expériences, vous avez fait ces 3 échelles. Enfin, c'est comme si vous les reliez de manière hyper logique finalement, à la fois le vécu personnel et puis les expériences en agence. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé, même nos expériences, en catégorisant architecture, urbanisme, logement, et qu'on se retrouvait beaucoup plus dans ces catégories totalement transversales, où finalement un projet peut, dans l'absolu, répondre à ces 3 catégories sous différents aspects, quoi. En ayant travaillé, finalement, on a aussi fait de l'architecture intérieure, on a fait des projets à l'échelle territoriale très très élargie. Pour nous, ça a toujours été fluide, finalement, ce passage entre les échelles. Et pour nous, si on tenait quelque chose, en fait, on le tenait jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la cellule du logement. Au design d'objet, presque. Ouais. Comment vous allez ou chercher ou trouver des projets ou des clients qui résonnent avec ces valeurs et avec cette approche-là que vous décrivez? Est-ce que vous avez une idée de démarche pour rester dans cette dynamique? Alors, clairement, enfin, notre processus, c'est pour l'instant, on va se concentrer sur l'urbanisme. C'est au centre de toutes les pratiques. Hein, donc, et ensuite, on souhaite, via l'approche urbaine, réussir à trouver les projets architecturaux. Et dans l'autre sens, une fois qu'on a réussi un peu à se stabiliser, on irait un peu plus démarcher les marchés insulaires. Même si c'est déjà aujourd'hui, ça fait partie un peu de notre pratique. Enfin, par exemple, moi, j'enseigne aux ponts et chaussées sur la mobilité à La Réunion, enfin, un TD sur la mobilité à La Réunion. Et pour nous, les îles, c'est avant tout une question théorique. On trouve pertinent de la regarder de façon plus théorique. Pour le moment, ouais. Pour le moment. Ouais. Enfin, on aimerait bien passer à la pratique, mais pour le moment, on trouve une belle forme d'étude là, dans les îles. Et après, concrètement, là, on est un peu en train de recontacter aussi nos maîtrises d'ouvrage, un peu tout le réseau qu'on a rencontré en 10 ans de pratique salariale. Donc là, on va dire qu'on jette un peu des cannes à pêche. On verra si ça mord, mais on va aussi mobiliser un peu ce réseau-là. Mais c'est vrai que par hasard, on a été contacté par des acteurs qui travaillent dans l'agriculture urbaine. On verra si ça marche ou pas, mais rien que de parler autour de nous un peu de ces sujets qui nous animent et qui sont peut-être un peu spécifiques et différenciants, on l'espère en tout cas, ça peut amener déjà des rencontres là, au stade où on s'est créé il y a 6 mois. Et je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que de parler de vos valeurs dès le début de la création de l'agence, sans forcément avoir des références propres, tout à fait. Ça permet d'amener presque les clients qui vont vous apporter des projets qui vous intéressent. C'est qu'on sait ce qu'on veut chercher. Voilà. Là-dessus, autant on ne sait pas ce qu'on aura, on ne sait pas comment on le fera, mais on sait ce qu'on cherche. C'est aussi pour ça qu'on a quitté nos boîtes, quoi. Du coup, les références que vous avez de vos anciennes agences, est-ce qu'elles vous aident à démarcher? Vous faites appel à ces références que vous aviez dans les agences, ou plutôt vous essayez de construire un nouveau discours? Les deux. D'accord. Les deux, on répond un peu à des offres, donc évidemment, c'est génial d'avoir pu obtenir les références de nos anciens employeurs, parce que ça nous permet de candidater. Ça permet aussi aux gens avec qui on a travaillé de se rappeler qu'on avait bossé là-dessus, de voir un peu
qu'on n'a pas juste fait quelques appartements, qu'on a aussi travaillé sur des marchés un peu plus conséquents, notamment en urbain. En urbain, ce serait compliqué, je pense, d'accéder autant sur du logement. Trouver quelqu'un qui te fait confiance pour refaire un appart, c'est assez facile à trouver finalement. Quelqu'un qui te donne un marché de maîtrise d'œuvre urbaine comme ça, sorti de nulle part, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, bien sûr, ces références, on va essayer de capitaliser. Après, on essaie un peu aussi de s'en détacher. On va dire que c'est plus un CV, quoi. Mais, Oui, c'est un CV augmenté pour l'instant. Ouais. On espère rapidement avoir nos propres références. Oui. Après, on va pas renier. Enfin, on a bossé sur ces projets pendant plusieurs années. On a mis tout notre cœur dedans. Et nos valeurs, évidemment. Et on est en tout cas très reconnaissant, je pense, d'avoir pu les obtenir et de démarrer avec ça. Et je pense que ça va nous aider. Oui, c'est certain. On redit pas ce qu'on a fait avant. Ouais. On est plutôt satisfait de ce qu'on a fait. Non, on dit plus que là, c'est l'opportunité de faire vraiment à notre sauce, de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, ce sera peut-être un peu différent que ce qu'on faisait quand on était salarié, et c'est tant mieux, quoi. Comment Échelle 1 vous a aidé peut-être à enrichir votre réseau d'acteurs et à avoir une meilleure compréhension peut-être de cet accès à la commande aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est par le panel des agences qui sont assez représentatives, je pense, finalement, de la façon dont on démarre une boîte. Ce que je trouve, en tout cas, hyper enrichissant, c'est d'avoir à la fois des agences qui, comme nous, étaient vraiment en création au démarrage d'Échelle 1, tout autant que des agences qui se sont montées il y a 3 ans et qui, eux, en sont au stade des premiers salariés. Et de voir un peu cette diversité. Il y en a qui sont partis avec les références, il y en a d'autres non. Il y en a qui vont chercher du particulier, d'autres du public, il y en a qui sous-traitent, qui co-traitent, etc. Et moi, je trouve que c'est de voir ça, et c'est presque finalement une boîte à outils appliquer des différentes façons de faire pour des marchés, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé très, très enrichissant. Presque plus que tous les acteurs, même si c'était génial, qu'on a pu rencontrer. Oui, les acteurs, c'était vachement bien, mais le fait que nous, on ait des thématiques très précises, fait que les acteurs sont pas forcément les plus pertinents face à nos thématiques, mais ça reste, en fait, on comprend mieux comment fonctionne une maîtrise d'ouvrage aussi. Mais c'est vrai que de voir des archis qui disent nous on est parti sans les références, et en fait il faut trouver des agences qui acceptent de co-traiter avec soi, et c'est comme ça que tu accèdes à ces premiers marchés. Nous on l'a fait sur tel projet, on a gagné X logements. Je trouve que c'est ça un peu la richesse d'Échelle 1 aussi. Ça permet de collaborer avec d'autres. Ouais, c'est ça, et c'est ça qui est génial. Là, on a déjà fait une offre avec une agence, on fait un concours avec une autre, et voilà, il y a un peu des liens qui se tissent. On va prendre des locaux prochainement avec encore une autre agence qui est à Échelle 1. Puis il y a les copains avec qui on répond. Enfin, c'est comme un gros réseau qui se tisse un peu des pratiques. L'effet promo, quoi. Moi, je trouve qu'il a vraiment été présent cette année et que c'est ça qui était vraiment enrichissant, quoi. Alors, on part sur la deuxième thématique qui est votre façon de travailler ou comment s'organiser tous les jours. Donc, pour démarrer, est-ce que vous pouvez parler un petit peu d'une journée dans votre vie typique? Comment ça se passe dans vos bureaux? Je vois que vous êtes dans les bureaux déjà. Est-ce que vous êtes toujours au bureau? Vous travaillez depuis la maison? C'est quoi une journée typique? Ouais, les bureaux, ça a été un enjeu très très vite. On a dû faire 3 semaines dans ma cuisine au démarrage, et en fait on s'est vite rendu compte que c'était pas possible, qu'on a eu la chance qu'on nous prête un petit appartement où on vient tous les jours. Et là, en fait, demain on emménage dans des vrais locaux sur un plateau partagé. Donc ça, ouais, les locaux pour nous, et je pense que ça a été vraiment une condition pour pouvoir travailler correctement. Ouais, sinon tu travailles pas, quoi. Enfin, moi j'ai fait quasiment 5 mois, 6 mois chez moi et seul, parce que Valérie était encore en poste. Et en fait, d'un moment, on tourne un peu en rond, quoi. Donc c'est bien d'avoir des locaux, c'est bien d'avoir un vrai espace pour travailler. Ouais. Enfin, moi je pense toujours qu'on peut pas travailler si on n'a pas les bons outils, quoi. Tu fais pas un dessin sans avoir un crayon, un taille-crayon, un papier. Et donc ça vaut pour tout, quoi. Ouais. Non, et c'est vrai qu'on essaie d'éviter au maximum de travailler chez nous. On sépare vraiment le travail de la vie perso.
Donc ça, pour l'instant, sauf vraiment charrette ou relecture d'un mail un dimanche, mais bon, pour l'instant, on arrive à peu près à s'y tenir. Donc ça, ouais, la question des locaux, ça a été, pour nous, c'est un outil de travail au même titre que acheter un ordinateur qui tourne. Donc voilà. Et après, sur la journée type, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Ah bah si, moi je dirais qu'il n'y a pas une journée, mais il y a des semaines. Donc nous, on a mis en place une sorte de routine quand même à l'agence où tous les mardis, je suis en réunion de chantier. Les lundis matins, on fait un point où on se répartit la charge de travail sur la semaine. Le jeudi, on fait des points sur on a des réunions sur les oraux auxquels on répond. Et ainsi de suite. La semaine est timée de cette façon, ce qui fait qu'un imprévu ou une charge de travail supplémentaire, on sait à quel moment on pourra l'absorber et comment, puisque on sait toujours, il y a une sorte de squelette de la semaine qui préexiste. Oui, vous avez les impondérables et puis ces plages horaires un peu mouvantes. C'est ça. Et on sait qu'on va caser de l'administratif, de la com, si vraiment il n'y a pas une offre ou un truc qui tombe. Et on a aussi des horaires de bureau un peu fixes. On commence entre 9h30 et 10h tous les jours, on finit à peu près à 19h. Et donc oui, quand il y a de la charrette, on va finir à 20h. Mais on avait envie, en tout cas, en ayant cette liberté par rapport aux pratiques salariées, c'était de se dire que si on veut prendre du temps, ça nous est déjà arrivé de prendre 3 heures pour aller déjeuner en terrasse parce qu'il faisait beau. Enfin voilà, le temps est quelque chose d'assez fluide et en tout cas on le gère à notre façon et tout ça c'est possible que parce que on sait notre organisation sur la semaine. Ouais, je pense qu'il y a une certaine rigueur qu'on apprend en agence aussi, qui nous permettent maintenant d'être plus flexibles à faire nos propres règles, nos propres routines. Est-ce que pour vous, il y avait des choses, des façons de s'organiser en agence dans vos expériences avant, que vous avez aimé, vous avez pris, ou des choses que vous voulez pas faire? Est-ce que, par exemple, ces réunions de début de la semaine, ce genre de choses, ou façon de faire les comptes rendus ou pas? Est-ce qu'il y avait des façons de s'organiser en agence que vous avez pris maintenant dans votre pratique? Alors moi, je suis un peu feignant, donc j'écris pas beaucoup, mais je sais que la réunion du lundi, c'est quelque chose que j'avais dans mon ancienne boîte. Moi aussi. Mais je pense qu'on s'est même pas posé la question, en fait. On l'a appliqué parce que c'était une habitude, on trouvait ça bien. Mais après, je pense que la grosse différence avec la pratique salariée qu'on pouvait avoir avant, c'est l'administratif. C'est qu'en fait, avant, on était à 90% sur les projets et la production. Et là... ça vous prend beaucoup de temps, l'administratif? L'administratif et le démarchage, ça prend 100% du temps. On va dire toutes les fonctions support, tout ce qui est non facturable. Projet, en fait. C'est vrai que ça nous prend un temps de dingue et ça, c'est très différent de... Comment vous gérez le temps que ça prend, toute la prospection et le côté administratif par rapport au projet? Comment vous cadrez ça? Ou est-ce que vous avez peut-être pas encore trouvé le bon équilibre, mais... Ouais, je pense qu'on essaie de le faire un peu quand ça arrive pour pas se retrouver avec une grosse charrette admin en fin de mois ou que vraiment tout nous tombe dessus. Et après, ça va avec la semaine la routine de la semaine. Souvent, le jeudi, le vendredi, on produit pour des projets. Le mardi, techniquement, je produis puisque je fais la réunion de chantier. Et après, souvent, le lundi ou le mardi ou le mercredi, on fait un peu un appel d'offres, un peu de site internet, un peu de portfolio, un peu de démarchage. Mais oui, ça doit être à peu près 3/5. En discutant, je me rends compte que les trucs administratifs un peu rébarbatifs, on les évacue le lundi. Oui. Okay. Et que souvent, en fait, on se fait la to-do et qu'on essaie de tout cocher pour ensuite faire les choses qui nous plaisent plus, bosser sur les projets, en fait. Et après, dans ce système d'organisation, on a des objectifs à la semaine, des objectifs au mois. Oui. Et qu'on dépasse des fois. Tout le temps. Mais au moins, on s'est mis les objectifs. mais voilà, ça nous permet aussi de choses qu'on laisse traîner, mais volontairement, parce qu'on sait qu'on finit à fin du mois. Et parce que du coup, il y a des choses il y en a un... par exemple, Valérie, tu es responsable de certaines choses et Raphaël de d'autres ou pas forcément? Non, on partage tout. On partage tout. Après, naturellement, j'ai un peu plus pris la main sur la communication, mais on l'a vraiment fait en lien.
Après, il y a des trucs qu'on a plus ou moins d'affinité. Moi, oui, c'est ça. Raphaël adore les logiciels. Donc, je passe un peu plus de temps. Moi, la com, je ne communique pas. Ouais. Voilà. Donc, L'écriture, c'est plus toi. Moi, je relis beaucoup, mais j'ai plus de mal à écrire. Ouais, moi, je fais quand même à 4 mains. On fait toujours à 4 mains. Nous, on se valide tout. Enfin, moi, je voulais pas ouvrir une agence seule parce que c'est plus facile de trancher à deux. Parce que il faut avoir confiance en l'autre personne, mais l'autre personne, elle aide à la prise de décision. Et c'est une décision qui du coup est assumée par 2 personnes. Donc ça fait aussi que la charge, elle est pas pareille. Ouais. Il y a un peu plus de recul du coup à 2 que t'as moins tout seul, quoi. Donc pour rester là-dedans, on prend rarement des décisions seules. J'ai l'impression pour l'instant vous gérez la charge de travail actuelle, mais c'est toujours très riche de collaborer et de travailler avec d'autres. Est-ce que vous imaginez agrandir votre équipe ou commencer à déléguer certaines tâches dans un futur proche, ou comment vous voyez la suite? Et donc depuis ce matin, on accueille un étudiant qui est entre sa 4e et sa 5e année en stage, donc il va rester avec nous jusqu'à mi-septembre. Donc ça, pour nous, ça va être d'une grande aide, notamment pour les 2 concours européens qu'on rend fin juillet. Voilà. Non, ouais, nous, dans l'idée, on adore travailler en équipe. Voilà, les 2 concours qu'on fait, on les fait avec l'un avec une agence d'échelle 1, l'autre avec 3 architectes, même 4. 3 architectes et une paysagiste. Enfin, voilà. Bon, après, quand on est une petite structure, on n'aura pas forcément le cadre financier et la stabilité pour tout de suite vraiment s'entourer de façon pérenne, mais ça sera peut-être sûrement au départ plus des collaborations, travailler avec d'autres agences dans le même cas que nous, avec des indépendants. Mais en tout cas, oui, pour nous, c'est fondamental parce que... En fait, c'est simple. Si on a théoriquement que 2 jours par semaine de production, dès qu'on va rentrer un vrai projet, on va pas avoir le temps de produire. Donc la solution est toute trouvée. Hein. Enfin oui, non, moi j'avais pas du tout anticipé ce côté où on ne produisait pas en fait. Enfin, on a plus beaucoup de temps de produire, et ça c'est assez déstabilisant au début, je trouve. Ouais. Mais ça laisse plus de temps à la réflexion en vrai. Ouais, et on s'adapte et on produit très différemment. C'est vrai que nous là sur les concours, les offres qu'on fait, on a fait beaucoup de calques, plus de textes aussi qu'en agence. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va se jeter dans les plans à l'informatique un peu au dernier moment, quand on saura exactement ce qu'on va faire. Et je pense que c'est marrant, mais ça nous a poussé à faire du projet autrement finalement. Et à faire beaucoup plus de calques. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup plus de réflexion que ce qu'on peut faire, ce qu'on pouvait faire avant en agence. Avant, c'était le patron d'amener sa réflexion, quoi. C'est ça, en fait. Il y avait cette étape qui était faite en amont. Enfin, on ramenait la note, mais on avait un cadre. Oui. Là, c'est nous qui créons le cadre. Là, il faut qu'on crée le cadre. Ouais, c'est une autre façon de réfléchir et de produire finalement, qui est aussi intéressant, mais c'est différent, ouais. Ok, on va finir peut-être sur la 3e thématique, sur votre approche et votre niche. On a déjà parlé un peu de vos 3 questionnements. Et peut-être on peut finir avec, on a dit que c'était votre façon que vous voulez vous démarquer avec cette approche. Peut-être comment vous imaginez le futur de votre agence. C'est quoi en 2023 Dumont Zephyr? Ça ressemble à quoi? 2033. Là-dessus, on a plutôt tout de suite été d'accord. Okay. Nous, on n'imagine pas une grosse boîte. On imagine bien rester à maximum une dizaine de salariés. On serait déjà heureux, quoi, à tourner comme ça. Parce que c'est une échelle qui nous convient bien. Enfin, je pense que Valérie a expérimenté les boîtes un peu grosses. Moi, j'ai participé à une boîte qui est passée de 4-5 à une vingtaine. Et je trouve que l'échelle d'une dizaine, c'est bien. Si on parle de façon plus terre à terre, moi, je trouve que c'est plus en adéquation avec le monde de demain. Où en étant une dizaine de salariés, peut-être qu'on sera plus à Paris, peut-être que Valérie sera à Lyon, peut-être que moi je serai rentré à La Réunion, peut-être qu'on sera tous les 2 toujours à Paris.
Mais on pense que à être une boîte de taille petite, moyenne, c'est bien pour pouvoir suivre les projets de demain. Ouais, ça vient de là. Enfin, c'est que on s'imagine pas ne faire que du management et du démarchage. On veut aussi quand même garder les mains dans le cambouis d'une certaine façon, même si on produira peut-être moins, voire plus, et puis garder un œil sur tous les projets de l'agence, quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça qu'on le voit. Après, on fera des projets à Dubaï, on sera riche. La décarbonation de Dubaï, Ouais. Ça va être un gros enjeu, je pense. J'ai la solution, il faut juste pas construire à Dubaï, c'est la... Il faut arrêter de construire à Dubaï, c'est ça. On est d'accord. Non, c'est bien ça qu'on dit. Il va y avoir des architectes. Peut-être pour conclure, nous, on se voit comme une agence très, très franco-française. Et on se voit pas aller à l'international, on se voit pas construire à l'étranger. Même nos questions insulaires, on les voit sur les îles françaises. Et même sur ces questions-là, nous, on ne se voit pas prendre l'avion 3 fois par semaine pour faire 3 îles différentes. Mais c'est plus, on est basé sur une île et on travaille sur une de ces îles. Et puis peut-être on navigue, on passe d'une île à l'autre en fonction des opportunités, mais on essaye de rester local. Être 10, ça peut plus facilement rester local, à notre sens. En fait, c'est lié à plein de choses, hein. C'est nos histoires de vie, etc. Moi, je parle pas bien anglais, je suis pas très à l'aise avec les langues étrangères. J'adore l'étranger, mais je suis pas très à l'aise. Je pense plutôt bien l'architecture française, je connais mal l'architecture des autres pays, je comprends pas comment ça fonctionne. J'aime bien avoir une bonne maîtrise des outils réglementaires. On a mis 10 ans à les assimiler en France. Bon. Et encore, je suis pas sûr d'avoir compris grand-chose. Et donc, voilà, une position à la John Market me semble plus pertinente qu'une position à la Jack Ingalls. Voilà. Ok. Belle conclusion. Ouais. Belle phrase de conclusion. Ça va aussi pour l'architecture. Moi, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit sur la différence de taille d'agence. Pour vous, c'est quoi une agence, l'ambiance ou la façon de travailler dans une agence à 4-5 personnes et une vingtaine de personnes? Qu'est-ce qui allait pas ou allait bien dans ces échelles? Je vais encore dire un peu mon cas, mais peut-être toi tu pourras parler de l'effet de Paul. Mais moi, en fait, quand l'agence dans laquelle j'étais est passée à une vingtaine de personnes, en fait, on est arrivé à avoir plusieurs chefs de projet qui avaient leur propre équipe. Et en fait, il y a des projets entiers que les autres salariés de l'agence, employés, tout le monde n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Et en fait, à un moment donné, tu découvres des choses a posteriori. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a une sensation il y a une perte de cohésion sur l'ensemble de l'agence. Quand t'es pas au courant de tout ce qui se passe, t'es forcément, du coup, tu comprends pas tout ce qui se passe. Du coup, tu te mets forcément en opposition avec des choses. Et en conséquence, il y a une perte de cohésion au sein de l'agence. C'est vrai que la culture commune, je pense que c'est quelque chose d'assez important pour nous. Ouais. C'est pour ça que là, pour l'instant, c'est vrai que toutes les offres et tout ce qu'on fait, on le fait à 4 mains. Aussi parce qu'on est dans le moment où on est en train de la forger, cette culture commune. Mais c'est vrai qu'on a, je pense, peut-être un peu peur, ou en tout cas pas envie qu'elle échappe aux collaborateurs et qu'on se retrouve sans l'avoir vu venir dans un fonctionnement presque en silo. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a expérimenté en tant que salarié qui nous a déplu et qu'on n'a pas envie de reproduire. Puis je pense même le collaborateur qui sort de l'école, il arrive avec sa nouvelle façon de voir, sa nouvelle façon de percevoir. Il est entre guillemets plus à jour que nous. Et en fait, réussir à comprendre ce que lui ou que cette personne apporte un peu ces nouveautés à d'autres, ça, pour moi, ça fait un peu plus sens que des choses qui fonctionnent un peu trop en vase clos, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'on prône une horizontalité, mais plus un équilibre. Le trop gros, ça ramène trop d'hierarchie qui fait perdre, et le trop à plat, ça ramène trop de débat qui fait perdre du temps aussi. Mais il y a un équilibre à avoir dans les choses. Et 10, pour nous, ça me semble un bon équilibre. Nous, on est aussi partie de nos agences parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus évoluer. Quand t'es 50-60 et que t'as au-dessus de toi un chef de projet qui était là 5 ans avant toi, qui forcément, lui aussi, il veut plus et toi, tu veux plus. Et donc,
Mais la hiérarchie de la grille hiérarchique, elle ne peut pas se surdimensionner. Donc, il y a un espèce d'appel à toujours plus gros, toujours plus gros, toujours plus gros. Alors que quand tu arrives à être une taille plus petite, tu arrives à une forme d'équilibre, c'est une juste mesure de la chose, où en fait, même si quelqu'un qui reste 5 ans, 10 ans, devient plus formé, il est juste plus autonome. Il n'est pas au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Est-ce que vous pourriez imaginer d'associer des personnes qui seraient restées longtemps dans l'agence, comme ça se fait souvent aujourd'hui? On n'a pas parlé du nom, mais on pourrait facilement faire du nom Zéphyr et associé. Oui, ça poserait pas un problème. Ou le jour où on trouvera un autre nom, ça sera un autre nom. Oui, ça sera un autre nom. Oui, vous n'avez pas de souci à changer. Ça vous empêcherait pas d'associer des gens. Voilà, vous êtes ouvert. Le fait qu'on ait mis nos noms de famille, c'est plus par pragmatisme. C'est qu'en fait, on ne voulait pas passer 6 mois à s'engueuler à trouver un nom. On aurait été 3, ça aurait été plus compliqué, parce que ça a commencé à faire des choses à rallonge, etc. On n'est que 2. On met le nom, c'est réglé. Ouais, non, c'est vrai qu'on a réfléchi, on a sorti des termes, des mots un peu génériques et tout, mais il n'y a rien qui nous parlait vraiment. C'était quoi, par exemple? On aimait beaucoup Homework, mais c'était déjà pris. Ouais. Moi, j'aime bien Entre deux, mais ça plaisait pas à Valérie. Ouais, Entre deux, ouais. Ça peut vite être péjoratif. On avait essayé nos noms, on les avait mis avec les lettres du Scrabble, on les avait retournés dans tous les sens pour essayer des anagrammes, des trigrammes, tout ce qu'on veut. Et trouver quoi la capitale, Zad. Oui, on a trouvé un nom de ville qui serait composé des lettres de nos noms, prénoms. Zadar. Mais voilà, ça représente rien. Mais en fait, oui, parce qu'on trouvait que Sana, par exemple, ça marchait bien. Mais bon, en fait, c'est vide de sens. Donc, à un moment donné, on a mis nos deux noms. C'est que l'avantage du Zéphyr, les gens le retiennent. Oui. Donc, voilà, pour l'instant. Les gens aiment bien mon nom de famille, mais je vais pas mettre mon nom de famille tout seul. C'est un peu mégalo. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc là, ça marche bien. En plus, quand on fait les initiales, ça fait des Z. Donc, on peut mettre des ZA, des ZAU, donc des Z architecture, des Z architecture urbanisme. Et si on a des associés, ça reste des ZA. Et donc, en fait, le slogan est déjà là, quoi. Enfin... C'est intéressant ce que vous dites par rapport à la géographie et de se concentrer sur la France. Et je voulais savoir, Raphaël, pour toi, parce que tu as grandi à La Réunion, non, c'est ça? Ouais, oui, moi je suis réunionnais, oui. Oui, mais après, de partir faire tes études et ta vie professionnelle plutôt en France, une région parisienne aussi, est-ce que pour toi, La Réunion, c'est pour toi un peu, même si c'est la France, est-ce que c'est différent aussi? Et est-ce que tu te sens autant architecte à La Réunion qu'en France? Parce que moi, par exemple, là, je suis américaine, mais je suis partie faire mes études et 10 ans de travail à Paris. Je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Même, j'ai fait un master ici aussi, mais j'ai pas travaillé ici. Donc, j'ai pas tous les codes et les réflexes de quelqu'un qui a travaillé ici pendant 10 ans. Est-ce qu'il y a le même genre de choses avec La Réunion ou pour toi, c'est... Alors, moi, j'ai aussi travaillé 1 an à Vancouver, au Canada, en agence d'archi. Et je sais pas, moi, certes, j'ai pas tous les codes techniques, etc. Mais bon, comme La Réunion, c'est la France, ça va être exactement les mêmes codes techniques. Et après, je sais pas, pour moi, à chaque fois, c'est plus comme une nouvelle agence. Enfin, quand j'étais au Canada, j'ai pas pris le truc comme un nouveau truc plus complètement différent ou plus difficile. Alors, j'étais pas patron, j'avais pas de responsabilité, donc je faisais n'importe quoi et les gens repassaient derrière peut-être pour remettre les choses droites, mais je sais pas, mon patron avait l'air de bien m'apprécier quand même. Donc bon. Non, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste une maîtrise de la connaissance de la culture et qui m'apporte. On se dit des fois en tant qu'architecte, pour comprendre les matériaux, aussi les façons de construire et les enjeux économiques pour construire, on dit on peut dire même des fois qu'un pays est trop grand. Peut-être il faut se concentrer dans une région pour être très spécifique et pour comprendre et faire le mieux possible. Donc je me demandais si dans le cas de la France, même si La Réunion c'est une région qui est quand même
très différent mais oui, tu trouves quand même les parallèles qui sont... En fait, le fait de passer d'un climat tempéré à un climat tropical, ça change tout. Mais le fait qu'on reste sur un PLU, des DTU et tutti quanti, les outils sont les mêmes. Les outils sont les mêmes, la langue est la même. Là où ça diffère et là où pour moi c'est très pertinent, c'est là où je trouve que c'est vraiment bien, surtout quand on a une bonne maîtrise, c'est tous les enjeux politiques où la politique va pas être la même entre un milieu rural, un milieu métropolitain et entre un milieu insulaire et un milieu continental. Et donc moi c'est ça que je trouve intéressant. Et ça, je pense, c'est beaucoup lié à l'urbain et plus qu'à l'archi. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça, moi. Enfin, je pense. Dans le milieu insulaire, c'est cette gestion politique qui forcément recoupe avec les questions urbaines et architecturales. Ouais, et puis tout est plus rapide, du coup, parce que l'échelle urbaine sur un territoire continental, c'est sur des temps très longs. Mais à La Réunion, tu vois sur une génération les effets d'une politique de manière très, très évidente, je trouve. Les projets d'urbain à La Réunion, une ZAC à La Réunion, une ZAC à Paris, ça a tous les deux duré 20 ans, 30. Mais l'impact visuel, effectivement, sur une île, tout le monde est au courant du dernier quartier qui a été fait parce que à un moment donné, tout le monde va passer devant. Donc c'est sûr que le microcosme a un impact. Et puis la finitude du territoire, en fait. Oui. Là, à La Réunion, on est sur des problématiques de mobilité et d'urbanisation qui vont devenir peut-être dramatiques s'il n'y a pas des décisions qui sont prises. Tu vois ce que je veux dire? On est dans une urgence qui est encore plus prégnante, je trouve. Et ce qui est trop bien à La Réunion aujourd'hui, et ce qui est horrible pour La Réunion, mais ce qui est trop bien, c'est que par exemple aujourd'hui, il n'y a plus de pierre à La Réunion. Donc on ne peut pas finir les routes et on ne peut plus pouvoir construire en béton. Dans quelques années, enfin quelques décennies peut-être, vu qu'on a construit une route sur la mer qui a bouffé toute la pierre. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est fou, parce que en France, ça ne pourrait pas arriver. Enfin, en France continentale, ça ne pourrait pas arriver, puisque de toute façon, c'est un continent, donc on irait chercher un peu ailleurs. Enfin, ça ne pourrait pas arriver tout de suite. On n'a pas la notion de finitude de la ressource. Et ni la question de la distance, etc. Donc que ça vienne d'Auvergne, de Lyon, voire d'Espagne ou d'Allemagne, on s'en fiche, on se rend même pas compte. Le camion, il arrive avec les matériaux. Alors que à La Réunion, c'est un bateau qui va arriver avec. Le fait que le bateau arrive, qu'il y a des contrôles sanitaires dessus, etc. Ça tout de suite, ça met face à la chose. Et donc là, comment on fait? Quel choix politique? Quelle urbanisation? Surtout que ça arrive à un moment où La Réunion est dans une crise du logement qui est encore pire qu'en France actuellement. Donc c'est une crise du foncier et une volonté de retrouver une autonomie alimentaire. Et c'est là où la question insulaire pour moi a du sens. Et c'est là où ça devient intéressant de regarder les choses. Et ça veut pas dire qu'on a des solutions, mais c'est de voir comment. Enfin, moi, c'est la fascination sur comment les gens, l'humain aménage son territoire. Et à chaque fois qu'il y a un grain de sable, comment il fait pour jouer avec ce grain de sable, le contourner, etc. Sur les îles, c'est là où ça s'exprime de façon souvent la plus nette. Donc c'est ça qui m'intéresse sur les îles. Et donc après que ça soit des îles françaises, c'est juste bien parce que cette strate politique, ce millefeuille, je le comprends. Donc je vois ce qui se passe, quoi. J'arrive à aller outre le discours communicant, quoi. Regardez, on a réussi à faire une île autonome. Oui, ok, t'as réussi à faire une île autonome parce que t'as ci, parce que t'as ça, parce qu'on a réorienté telle politique, parce qu'on a su aller chercher tel fonds. Et ça, c'est plus profond et pour moi, c'est plus intéressant. Eleanor, tu as une expérience similaire, non? Oui. Alors, moi, c'est marrant parce que, on n'est pas là pour parler de nous, mais avec Vincent, mon coéquipier du collectif No Travel Makers, on travaille justement sur les mobilités à La Réunion, sur cette question de la finitude, on est amis avec des artistes qui ont travaillé sur l'autonomie alimentaire pendant le Covid. Enfin,
toutes ces problématiques-là, bien sûr que quand tu passes un peu de temps à La Réunion, tu les appréhendes, ça te saute aux yeux assez rapidement, surtout nous, on est sensibles à tous ces questionnements-là, donc c'est un territoire hyper intéressant pour les architectes et urbanistes. C'est sûr, c'est passionnant. Ouais. Alors que sur un continent, on s'en fout. Sur un continent, c'est clair que tu ne poses pas la question de la ressource. Tu vas plus loin, tu te cherches plus loin. Non, mais je pensais au climat. Par exemple, à La Réunion, ça fait une génération qui travaille sur l'architecture bioclimatique. D'ailleurs, la réglementation thermique est différente à La Réunion, mais heureusement d'ailleurs. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que les principes bioclimatiques de La Réunion, on est en train de les appliquer aujourd'hui en France, enfin, à l'échelle du climat français, évidemment, mais il y a quand même un apprentissage qui se fait dans l'autre sens, en fait. On va chercher le savoir là-bas, quoi. Donc, c'est intéressant, je trouve. C'est hyper intéressant, comme réflexion, je trouve. C'est ce qui a un peu lié moi et Eleanor au début, c'est parce que elle venait de La Réunion. On n'est pas du tout des endroits pareils. Moi, je suis du Kansas, qui est dans les plaines agricoles énormes du centre des États-Unis, mais qui sont aussi impactés assez fort par le changement climatique. Et donc, on voit qu'il y a une urgence à répondre et une façon de faire les bâtiments et les projets qui est nécessaire, c'est obligé. Et même dans ces endroits qui sont très géographiquement et niveau climat très différents, on voit qu'on a eu le même besoin et envie de chercher des solutions. Et c'est marrant, je trouve, avec ce que tu dis, Raphaël. C'est pour toi, oui, c'est cette expérience de vivre sur une île, ça t'a réveillé certaines façons de réfléchir et l'architecture, quoi. C'est d'où on vient, ça forme nos façons de... Je sais pas si peut-être personne n'a dit qu'ils ont vécu quelque part où ils n'étaient pas impactés par le changement climatique. Mais... À La Réunion, on a vu des plages disparaître. Moi, entre petit et aujourd'hui, j'ai vu des plages disparaître. C'est vrai que tout est plus concentré, quoi. Tu vois l'Alizé qui se renforce vachement, tu vois le climat changer, ouais, c'est vrai. Et j'ai envie de savoir d'où tu venais, Valérie, du coup. Moi, je viens d'un peu partout. Non, je suis née en Normandie. J'ai vécu dans les Alpes, à Saint-Étienne, à Lyon. Est-ce que tu as envie de retravailler dans les territoires où tu as grandi Pourquoi pas. Okay. Mais pourquoi pas ailleurs. Enfin, non, là, on en a peut-être pas parlé, mais c'est qu'on s'intéresse aussi autant aux territoires métropolitains, mais aussi périurbains et ruraux. Et pour les projets urbains, en tout cas, on trouve ça aussi intéressant dans la lignée de notre approche sur les activités humaines, l'économie présentielle, de regarder aussi comment on travaille sur les centres-bourgs qui ont pu péricliter un peu ces dernières années. On s'intéresse aussi aux zones d'activité, voilà. Mais en fait, il y a un vrai sujet, c'est que la nouvelle loi, le zéro artificialisation nette, ça amène une forme d'insularisation des communes. Et parce qu'elles vont avoir un territoire fini, un peu comme au Moyen-Âge, on mettait des murailles, quoi, où il y avait un dedans, un dehors. Donc, on arrive de nouveau sur un clivage ville-campagne. Et donc, dans un territoire qui va être fini administrativement, enfin, un territoire urbanisé qui va être fini administrativement, du coup, il y a des questions de comment on va réussir à densifier, à réanimer des portions de ville ou à la juste mesure de l'animation dans d'autres. Et donc, les centres-bourgs qui périclitent et les zones d'activité qui ont siphonné cette vie urbaine, comment on arrive à rééquilibrer les choses entre elles pour à la fois adapter à nos nouveaux modes de vie, puisque la voiture est quand même arrivée dans nos vies, qu'on souhaite des espaces moins contraints, plus grands, qu'on a besoin aujourd'hui de balcons et d'espaces en extérieur pour résister au réchauffement climatique. On a besoin d'espaces pour pouvoir planter, et donc planter des arbres pour se protéger de la chaleur, pour tenter de renforcer la biodiversité qui s'effondre. Et donc, face à tout ça, il y a quelques grandes typologies de tissus construits qui sont pour nous cruciales à questionner, quoi. Donc, les zones d'activité, les centres-bourgs,
Et ça, il y en a dans le périurbain, dans les métropoles, dans le rural, sur les îles. Il y en a partout et c'est vrai que quand on dit qu'on veut exercer en France, c'est aussi parce que pour nous, c'est essentiel de connaître le contexte dans lequel on construit, même s'il y a des choses assez génériques sur un peu tous ces tissus. Mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, on s'intéresse aux endroits dans lesquels on répond. On aime bien y aller. Pour nous, c'est essentiel d'aller faire une visite des sites et même on aime bien pousser le truc. On aime bien y aller 3 jours. Pour nous, c'est pas juste visiter le site et repartir, c'est passer 2 nuits sur place, aller manger au restaurant, aller à la supérette, voir à quelle heure sortent les habitants, où ils vont. Vivre comme les gens sur place. Vivre quelques jours, quoi. Donc, on a complètement dévié de la question, mais en tout cas, non, pour moi, tout le territoire français avec petit F et grand F est intéressant et tant qu'on arrive à y accéder en train sans y passer trop de temps dans les transports. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça rejoint plutôt comment on fait pour ne pas être la vie dans les transports. Mais déjà, il faut avoir des projets. Puis quand on aura des projets. Non, mais toutes les régions françaises nous intéressent. Et il y a déjà une suffisamment grande diversité pour s'amuser. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. J'aime bien le terme s'amuser. Je retiendrai ça. Parce qu'on parle rarement du travail comme un... j'aime bien le terme joyeux, du coup, dans la présentation. C'est un truc un peu léger. C'est suffisamment dur, la création d'une entreprise d'architecture pour que... Si en plus, c'est pas de l'amusement... Le projet urbain. Le fait de décider comment les gens doivent vivre, même si on le fait en concertation, etc., n'empêche qu'on décide comment demain on doit vivre. Enfin, si on n'arrive pas à remettre un peu de légèreté là-dedans, du coup, on devient aigri, dur, on devient un vieux con trop rapidement, quoi. Il faut garder la légèreté. Et c'est ça qui nous permet, je pense, de trouver du sens dans ce qu'on fait aussi. Parce qu'on n'est pas juste là pour appliquer des normes, des règles. Ça, on pouvait le faire en agence. Non, merci de nous avoir en tout cas invités sur ce podcast. Merci de nous avoir invités. Merci d'être ici avec nous, c'est super. J'aime bien, c'était un super moment de vous découvrir. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser votre avis et de nous suivre sur les réseaux. Vous trouverez toutes ces informations dans la bio. À très bientôt pour un nouvel épisode de Making Good Architecture.